Bonjour à tous et bienvenue sur ce Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui au musée du 11 Conti. Je suis avec Guillaume Robic. Vous êtes directeur de la communication de la Monnaie de Paris et vous allez nous faire découvrir cet endroit. Déjà nous expliquer où sommes-nous exactement. Alors, nous sommes au musée du 11 Conti, en effet, qui est un musée qui va présenter à la fois les collections historiques de la Monnaie de Paris, et puis également ménager des vues sur aujourd'hui ce qui est la dernière entreprise qui fonctionne dans la capitale. Donc les visiteurs vont à la fois découvrir des trésors, on va aller voir, toute une présentation des techniques, de l'évolution des techniques, des savoir-faire, et donc ils vont également voir des artisans, des femmes également en train de travailler dans nos ateliers. J'ai hâte de découvrir, On y allons-y. va. Voilà l'entrée. Exactement. Donc ici nous sommes typiquement dans un espace dans lequel les visiteurs vont avoir des vues sur les ateliers. Alors évidemment là on passe un peu tard, nos ouvriers ont terminé leur journée de travail, ils ont commencé très tôt ce matin. Mais là typiquement en journée, les visiteurs auront vu sur la fonderie, qui est extrêmement spectaculaire, puisque là, devant leurs yeux, vont se fondre à la fois des trophées du cinéma, on fait notamment les Césars ou d'autres trophées des grands événements du cinéma, mais également d'autres grands prix ou des sculptures d'artistes. Et donc ici, derrière ces vitres, on verra véritablement la forge de Vulcain. Donc on coulera de l'or, de l'argent ou du bronze à des températures qui vont jusqu'à 1200 degrés. Donc ce sera très impressionnant et ça l'est déjà, mais il faut venir en journée. Et le public verra tout ça. Tout à fait, le public verra tout ça et lorsque, par exemple comme aujourd'hui, nos artisans sont partis, ont terminé leur journée de congé, on a en face des vitres des écrans qui donneront à la fois des ambiances, qui présenteront ce qui s'est passé pendant la journée, des ambiances sonores, pardon, qui présenteront également ce qui s'est passé pendant la journée, de façon à ce qu'il y ait toujours quelque chose à voir ici dans les salles. À combien monte la température dans cette pièce ? Alors, on a eu la chance de pouvoir, dans notre projet, refaire un musée, mais repenser complètement également l'usine. Donc tout est climatisé, la température est la même que dans votre bureau sans doute. En revanche, comme je vous l'ai indiqué, on coule du métal à très haute température, au-delà de 1000 degrés. Continuons. Donc dans la déambulation ensuite, nous passerons par ici, par un escalier. Alors une décoration très design. Exactement, c'est une décoration des différents types de métaux qu'on a et qu'on utilise pour faire à la fois des médailles, des pièces de monnaie, des trophées, etc. Donc on passe du fer au cuivre, au laiton, à différents types de métaux, bien sûr. Et voici le musée. Et alors ici, on entre dans la première salle exactement du musée. Alors volontairement, c'est une salle noire parce que concrètement, même si on a monté un escalier, on est sous terre. On est un peu comme dans une cave parce que on a voulu illustrer les métaux qui sont extraits de la terre et les métaux qui vont ensuite nous servir à la Monnaie de Paris et nous servent depuis 12 siècles, puisque cette entreprise a 12 siècles, à faire les différents produits qui sortent des ateliers de la Monnaie de Paris. Alors ici, on est devant la vitrine du cuivre, où en effet, on voit notamment les différentes pépites de cuivre qui sortent sous leur forme naturelle de cette façon-là, et puis après, évidemment, la façon dont nos ateliers les ont transformés, mais pas seulement les ateliers de la Monnaie de Paris, bien sûr, on présente, et on essaie d'être exhaustif, ce que les civilisations en ont fait de l'or, de l'argent, du fer, de l'aluminium. Donc là, le cuivre, c'est une vitrine un petit peu, je dirais pas restreinte, mais qui est assez centrée sur la Monnaie de Paris. En revanche, si on passe ici de ce côté-là et qu'on va sur la vitrine de l'or, on va se rendre compte qu'il y a également, on retrouve nos pépites, et puis l'état dans lequel ces métaux sortent du sol, ou plus exactement, les gens vont les chercher et les trouvent. Et puis ensuite, on voit notamment des monnaies grecques, qui sont les monnaies les plus anciennes que nous ayons, ou romaines, mais également des médailles ou des monnaies produites par la Monnaie de Paris depuis le IXe siècle, bien sûr,
Et également, là, vous voyez d'autres objets qui viennent plutôt d'Asie, comme cette règle ou comme cet ex-voto japonais ou des choses comme ça. Alors, je réagis juste à une chose que vous avez dite, c'est 12 siècles. 12 siècles. 12 siècles. Alors, l'entreprise a 12 siècles. C'est la plus vieille entreprise du monde, la Monnaie de Paris. Elle a été créée en 864 par le petit-fils de Charlemagne, qui s'appelait Charles II, dit le Chauve, qui a signé un édit, l'édit de Pitre. Il a créé la Monnaie de Paris. Depuis, l'entreprise n'a jamais cessé de fonctionner avec son nom Monnaie de Paris. En revanche, par 3 fois, elle a itinéré dans Paris. Elle a été créée sur l'île de la Cité, elle y est restée 4 siècles. Ensuite, elle a bougé à ce qui est aujourd'hui l'emplacement de la Saint-Maritaine. La rue de la Monnaie, d'ailleurs, borde la Saint-Maritaine. Elle y est restée 7 siècles. Et puis ensuite, au XVIIIe siècle, la Monnaie de Paris a investi ce bâtiment qui a été conçu pour elle, conçu pour être une entreprise, une manufacture, mais également, comme on était au XVIIIe, et que c'était la puissance monétaire du roi qui était ici incarnée dans ce bâtiment. Il fallait évidemment toute la superbe d'un palais. Et donc, on a d'abord la façade de la Monnaie de Paris sur la Seine, avec le palais, puis la manufacture dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle elles sont aménagées les salles de ce musée. Voilà. On peut continuer. Et on arrive, après notre petite introduction sur les métaux, dans des salles beaucoup plus blanches, vous allez voir, mais on a ici une salle qui nous permet de rappeler que la Monnaie de Paris a toujours été un laboratoire de sciences et techniques, mais un laboratoire de découverte au cours des siècles, et notamment depuis le XVIIIe siècle. Il y a un vrai laboratoire à la Monnaie de Paris qui s'est tenu depuis le XVIIIe siècle et qui a permis, en faisant des recherches sur les alliages, concrètement pour rendre les pièces plus dures ou plus résistantes, plus brillantes, etc., a permis de faire avancer tout un tas de techniques, notamment la médecine et les instruments de médecine, mais également les instruments de télécommunication ou d'électricité. Et donc c'est ce qu'on présente ici, c'est que le laboratoire de la Monnaie de Paris, avec ses éminents chercheurs, a pu faire évoluer et faire des découvertes globales, on va dire, sur les différentes technologies qui aujourd'hui habitent notre planète. Exactement, avec des dates clés, avec également des personnages clés. Alors j'en profite pour vous dire que le laboratoire de la Monnaie de Paris, il existe toujours. Il est aujourd'hui dans notre grosse usine à côté de Bordeaux, à Pessac exactement, dans laquelle on frappe les monnaies courantes. Et c'est un laboratoire qui continue de faire des découvertes. Et je vous prendrai un exemple tout simple. Vous allez découvrir que, notamment dans les salles, là, à Pessac, nous faisons la monnaie de 40 pays dans le monde. On fait la monnaie du pays le plus riche, le Qatar, on fait également la monnaie du pays le plus pauvre, le Bangladesh, qui a régulièrement des problèmes sanitaires à cause de maladies type choléra ou autres. Et donc on a conçu des pièces de monnaie qui sont antibactériennes pour le Bangladesh. J'en profite pour vous dire également que l'euro est également une monnaie antibactérienne. Donc en fait, on pense toujours que l'argent est sale, mais pas du tout. Les pièces de monnaie sont particulièrement propres en réalité. Et donc notre laboratoire continue de faire des découvertes de ce type qui permettent également d'améliorer, on va dire, les conditions de vie des concitoyens, des citoyens sur la planète. D'accord. Alors, on continue notre parcours et on arrive ici sur l'étape d'après la fonderie. Quand on a réalisé un trophée, il sort de son moule, il va falloir que le ciseleur intervienne pour redécouper tous les contours de ce modèle, en enlever ce qu'on appelle les évents, c'est-à-dire ces rivières de métal qui ont permis de réaliser l'objet. Et donc, le ciseleur intervient. Évidemment, ici, lorsque notre ciseleur sera là demain matin, les visiteurs pourront le voir. Là, encore une fois, il est trop tard, il est parti. C'est important parce qu'on n'a pas voulu créer ici, comme dit notre président, une réserve d'Indiens. On n'a pas voulu théâtraliser les choses, ni changer le mode de vie de cette usine, de cette entreprise, parce qu'on allait l'ouvrir au public. On a trouvé qu'il était plus naturel que les visiteurs découvrent l'usine telle qu'elle est, et telle qu'elle a toujours été, c'est-à-dire avec des horaires d'ouvriers qui commencent très tôt le matin et puis qui finissent à 17h. Voilà. C'est important que les personnes se rendent compte qu'il y a cette activité. C'est fondamental. C'est fondamental pour plusieurs choses. D'abord, c'est fondamental pour nous pour faire connaître les métiers de la Monnaie de Paris. C'est fondamental également pour pouvoir les transmettre et susciter les vocations. Nous vivons dans une société aujourd'hui où pour réussir sa vie, il faut être journaliste, il faut être docteur, il faut être avocat, il faut être médecin, ou directeur de la communication. Eh bien non, nous voulons montrer ici que tous les métiers sont des métiers du superbe, font des choses extraordinaires, et notamment nous considérons que c'est très important de communiquer sur les métiers de la main et les savoir-faire français, bien entendu, parce qu'on est un petit peu dans la même problématique que certaines grandes entreprises de la sidérurgie ou du luxe, qui ont du mal
à embaucher des couturières ou d'autres, des chaudronniers, eh bien nous c'est pareil. Il faut qu'on puisse susciter des vocations pour recruter des graveurs, des monnayeurs, des estampeurs, des patineurs à chaud, des patineurs à froid, etc. Et tous les métiers que nous avons ici, qui sont des métiers d'art. Mais donc il faut qu'on puisse communiquer sur ces métiers d'art. Et la gravure, est-ce qu'il y a Une formation type. un savoir-faire français? Il y a un vrai savoir-faire français. J'en veux pour preuve le fait que la monnaie de Paris est ultra primée au niveau mondial. On est reconnu comme étant une des monnaies les plus incroyables au niveau de la qualité et de la créativité. Donc on a une équipe de graveurs ici qui est dirigée par Joaquin Jiménez, qui est notre directeur de la création, qui fait vraiment un travail exceptionnel et que le monde des monnaies mondiales salue régulièrement. J'en veux également pour preuve le fait qu'on gagne des appels d'offres, comme je vous l'ai indiqué, pour faire la monnaie de plein de pays dans le monde. Et ce n'est pas seulement le facteur prix qui intervient, mais c'est également le facteur créativité, service d'accompagnement au global. Voilà. On est devant la patine ici, notre patineur est parti. Alors la patine, c'est comment on fait changer le métal de couleur. Le trophée dont on a vu la fonte au rez-de-chaussée puis la ciselure, il se termine quand on en adopte la couleur définitive. Et en fait, notre patineur ici, qui est un patineur à chaud, mais on peut aussi avoir des patineurs à froid, ça veut dire que certains travaillent avec la chaleur, d'autres avec simplement des réactions chimiques, de sel chimique à froid, eh bien, va réussir à avoir une palette de 48 différentes nuances de couleurs. Et donc, on en a quelques exemples ici sur le présentoir. On voit très bien qu'on peut passer du rouge au bleu, au vert, au jaune, au rouge, tout ça en ayant fait un trophée en bronze ou un trophée en laiton. Et donc, par des réactions en effet chimiques, le patineur à chaud va chauffer, comme on le voit ici sur l'écran, le trophée et le faire changer de couleur progressivement. Alors vous parliez des vocations de graveur. Combien d'années faut-il pour faire un graveur? Il faut 10 ans. Le temps est long à la Monnaie de Paris pour ce genre de choses. Et donc il faut 10 ans pour faire un graveur, en effet. Généralement, nos jeunes graveurs sortent de l'école Boulle ou de l'école d'Estienne ou des Beaux-Arts. Et ensuite, par le principe de l'apprentissage et surtout de la formation de maître à apprenti, ils sont formés. Et puis au bout de 10 ans, ils deviennent vraiment graveurs, puis maître graveur. Il y a des ce qui rend les choses difficiles à notre époque. Est-ce que c'est un temps qui est un peu difficile à faire rimer avec Vous avez certainement raison. Vous avez certainement raison. C'est un temps qui est très différent. Ce temps de l'apprentissage. Aujourd'hui, on apprend très vite. On a une accessibilité immédiate à tout un tas de données de savoir-faire. Néanmoins, en effet, ici, il faut non pas prendre son temps, mais ce sont des cycles longs et il faut en effet il faut du temps d'apprentissage. Alors, ici on arrive dans la grande nef, la nef du musée de la Monnaie de Paris, qui est divisée en deux parties. La première sur l'évolution des techniques, celle qu'on va suivre tout de suite, et puis de l'autre côté, mais on y passera tout à l'heure, la typologie des objets que nous réalisons ici. Alors, sur la première partie, on a voulu faire un musée extrêmement didactique. D'ailleurs, je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à tester votre dextérité pour voir si vous savez bien frapper au marteau. Alors, je vais tenir le micro. Et puis je vous invite à prendre l'objet ici, à le placer sur la petite pièce de monnaie. Alors il faut qu'il soit bien vertical. Et après, vous tapez, comme on tapait au marteau au Moyen-Âge. Et votre centrage est pas mal, 91%, inclinaison parfaite, et votre force de frappe est excellente. Voilà. Donc, vous pourrez rejouer et tester votre dextérité pour frapper au marteau. On frappait à la main. Absolument. Pendant tout le Moyen-Âge, on frappait au marteau. C'est-à-dire concrètement, on faisait l'opération que vous venez de faire. On emboutissait la pièce ou la médaille avec la force humaine en tapant dessus. Et puis après, les techniques ont évolué et notamment une grande invention fondamentale pour le métier de monnayeur a été la création du balancier. Vous avez quelques exemples de balanciers. Alors ce sont des balanciers qui sont décoratifs, c'est-à-dire qu'ils étaient concrètement faits pour être à la cour, pour amuser les personnages de la cour. Pour faire simple, c'était pour les salons, puisqu'ils sont de très petite taille. Il faut vous figurer que dans cette grande nef, ici, on avait des balanciers qui étaient activés par 8 hommes. Et qui devaient être layés toutes les 15 minutes, tellement leur travail était
absolument épuisant. Et donc l'introduction du balancier, c'est évidemment quelque chose d'assez simple, c'est le principe de la vis qui est activé par ces poids qui sont éloignés l'un de l'autre et qui, par le principe de la force centrifuge, font que la vis a une puissance extrêmement importante pour venir imprimer le relief de la monnaie, de la médaille. Voilà. On propose également des mécaniques qui sont des mécaniques qui ont été inventées à la Monnaie de Paris au XVIIIe siècle. Vous êtes en face du tour à réduire. Alors, c'est un tour à réduire revu par le XXe siècle. Mais le tour à réduire est inventé au XVIIIe siècle. C'est d'ailleurs une des grandes passions de Louis XV, qui avait d'ailleurs à Versailles une pièce dédiée au tour à réduire. Il y a 10 ans, le château de Versailles a réacheté le tour à réduire, le tour à réduire de Louis XV. Et vous allez voir comment les choses fonctionnent. C'est très simple. Les graveurs font des grands gabarits. C'est plus simple de travailler à grande échelle, parce que tous les détails y sont. Et ce tour à réduire permet de palper les reliefs ici de ce grand modèle, accessoirement qui a été fait par Dali, et de le reproduire par le principe du pantographe. Je palpe en grand, je grave en petit, mais exactement les mêmes reliefs. Et donc ici, ce principe nous permet de faire l'outillage, de graver l'outillage en dur à partir d'une résine ou d'un module dur de plus grand format. Donc cette invention toute simple a été extrêmement utile aux graveurs de la Monnaie de Paris pour passer du grand modèle avec tous les détails sur un plus petit modèle qui, en effet, a une fidélité absolue pour graver le moindre détail. Très bien. Alors évidemment, le bureau est vide également, puisque vous avez le privilège de visiter le site un jour de fermeture au public, mais normalement, on a un graveur ici sur ce bureau qui explique tous ses savoir-faire. Et quand le graveur, par hasard, n'est pas là parce que il est en changement de gravure, eh bien, vous avez des images, exactement des vidéos qui prennent le relais pour expliquer comment les graveurs et les graveuses, puisque ici c'est une main d'une femme graveur, sculptent dans le plâtre ou font des dessins, bien entendu, préalables et préparatoires, puisque tout part du dessin, bien sûr. On dessine la pièce, on dessine la médaille, avant de ensuite la travailler dans le plâtre, puis de la graver dans le métal, à grand format, puis à petit format. Alors d'ailleurs, combien de graveuses, combien de graveurs? Alors, les mains que vous avez ici sont les mains de la première femme graveur. Elle y tenait beaucoup, j'ai dit graveuse, mais elle m'aurait repris immédiatement. Elisabeth Pectorin, qui est partie en retraite d'ailleurs. Mais donc aujourd'hui, on a 3 femmes à l'atelier de gravure, qui comptent en effet une dizaine de personnes à Paris. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a embauché la première monnayeuse de l'histoire de la Monnaie de Paris, il y a 2 ans. Et donc, on a la première femme monnayeuse ici à Paris depuis 2 ans. Et monnayeuse, c'est un monnayeur, mais féminin, c'est-à-dire qu'elle frappe les pièces. Elle fait l'action que vous avez faite tout à l'heure au marteau, sauf qu'elle conduit des presses, elle a des machines qui sont aujourd'hui d'une technologie assez importante et extrêmement précise. Et donc, elle va frapper la pièce, elle va transformer cette galette de métal en une pièce de monnaie. Elle va faire l'acte régalien de la République française de créer une pièce de monnaie. D'ailleurs, on va aller le voir. On n'a pas l'impression d'être dans une entreprise qui a plusieurs siècles. Alors, c'est normal, c'est tout neuf. En effet, le bâtiment, je vous l'ai dit, date du XVIIIe siècle. Et puis, le musée et les espaces de circulation que vous pouvez voir et qu'on est en train de traverser ont été entièrement refaits par Philippe Prost, qui est l'architecte du projet ici de transformation et d'ouverture de la Monnaie de Paris. Pareil, c'est un détail, mais le grand volume là dans lequel on se trouve est l'ancienne citerne d'eau de la Monnaie de Paris. Tous les métiers qui existaient et qui d'ailleurs continuent d'exister à la Monnaie de Paris ont un rapport au feu. Évidemment, le feu est partout. Donc il y avait un risque d'incendie assez fort. Et donc on est ici dans la réserve d'eau des pompiers de la Monnaie de Paris, qui est devenue un espace de circulation. Je vous rassure, on a toujours des réserves d'eau. La maison n'est pas en péril. On arrive ici dans une pièce qui est extrêmement importante, à la fois pour le lieu, mais également pour le pays. Ici, cette pièce, on est au pied d'une statue, je vais vous en dire 2 mots, s'appelle le Grand Monnayage. Le Grand Monnayage parce qu'il y a des petits monnayages latéraux, mais dans cette pièce était frappée la monnaie des rois. C'est dans cette pièce qu'était frappée la monnaie des Français depuis le XVIIIe siècle, pendant tout le XIXe siècle et pendant tout le XXe siècle, jusqu'à ce qu'on crée cette grosse usine à côté de Bordeaux, dont je vous ai dit 2 mots tout à l'heure, à côté de Bordeaux, donc à Pessac. Mais
au moment où cette usine est créée, toutes les presses qui font la monnaie courante, la monnaie que les Français retrouvent dans leur portefeuille, est partie à Pessac. Et les presses sont parties à Pessac. Et aujourd'hui, avec l'ouverture du musée du 11 Conti, on a voulu réintroduire des presses monétaires, notamment une ici, courante de 2 euros. Et donc ici, les visiteurs vont voir frapper des pièces de 2 euros qu'ils retrouveront après dans leur portefeuille de Français ou d'Européens, puisque évidemment les pièces courantes circulent partout en Europe. À côté de cette presse, vous avez d'autres presses. Alors, c'est des presses contemporaines, bien sûr, ce sont des grands volumes, et qui sont des presses de médailles. Là, vous voyez, devant nous, on a des chariots. Rien n'a été mis là exprès. Hein. C'est la vie de l'entreprise, vous voyez, se fait de cette façon-là. Et donc, on a ici des flancs de médailles, ces petites galettes, qui vont devenir des décorations officielles. Et puis là, vous voyez, on a des flancs, c'est-à-dire des grandes galettes en laiton, qui vont devenir des médailles. Et vous en voyez ici à droite, une fois qu'elles sont frappées. D'accord, on est vraiment au cœur de l'activité de la Monnaie de Paris. Au cœur de l'activité de la Monnaie de Paris, et tout ça sous la bienveillance de la Statue de la Fortune. C'est assez saisissant d'ailleurs, parce que cet endroit a la forme d'une basilique, donc avec on va dire un symbolisme religieux assez fort, et on n'a pas ici une statue du Christ ou autre, on a la statue de la fortune. Alors c'est pas la fortune au sens loto, hein, c'est la fortune au sens prospérité du royaume, et aujourd'hui prospérité de la République. Voilà. On a d'autres salles ensuite qui présentent vraiment la monnaie courante. Comme on a ici une presse de 2 euros dans le grand monnayage, cette section présente plutôt l'usine dont je vous ai parlé, de Pessac. On a à la fois ici des vitrines qui présentent les monnaies qu'on fait pour d'autres pays. Je vous ai dit 40 pays dans le monde, la Thaïlande, le Bangladesh, Madagascar. Parce que ce sont des pays qui n'ont pas les moyens d'avoir ce type d'installation ou... En fait, ce sont des pays dont l'unité politique est plutôt tardive, c'est-à-dire des pays qui se sont constitués à la fin du 19e ou généralement au 20e siècle et qui n'ont pas voulu dépenser leur argent inutilement. Et comme une usine comme celle qu'on a ici à Paris coûte très cher, mais celle de Pessac également coûte très cher. Faire une usine ultra sécurisée, c'est beaucoup d'argent. Et donc ils ont préféré, tous ces pays, faire des appels d'offres internationaux, et on est quelques-unes des grandes monnaies mondiales à répondre aux appels d'offres internationaux. Il y a le Canada, les Britanniques et nous, et puis après il y en a d'autres, mais on est les trois principales qui, grosso modo, se départageons le camembert des pays qui n'ont pas de monnaie, le gâteau, je devrais dire, le camembert c'est très français, des pays qui n'ont pas d'usine de frappe de leur monnaie. Ce qui nous amène donc à faire la monnaie de pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et d'Europe, bien sûr, puisqu'on fait la monnaie de à peu près 6 pays d'Europe en plus que la France. Tout Donc petit pays. On reprend l'escalier. On reprend l'escalier, on remonte. Alors vous avez systématiquement, vous l'aurez noté, des scénarisations de bruit de l'usine de Pessac. Là, typiquement, on est devant des presses monétaires, ou on est devant la découpe des flancs. Les flancs, malheureusement, ça ne se mange pas, mais ce sont nos petites galettes de métal, on appelle ça des flancs, avant qu'elles deviennent des pièces de monnaie. C'est-à-dire, ce sont des petites rondelles de métal, soit d'alliage, soit de métal pur. Et on retourne dans la nef, à nouveau, et puis on va aller parcourir d'autres salles, qui sont des salles un petit peu plus, on va passer ici à droite, un petit peu plus générales. Parce qu'en fait, là, on parle beaucoup de la monnaie de Paris depuis le début qu'on est entré dans le musée. Or, la monnaie, que fait la monnaie de Paris, c'est plus que l'histoire d'une entreprise. C'est véritablement l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire d'une nation, la France. Et ce qui est valable pour la monnaie de Paris est valable pour tous les pays dans le monde. On vient d'en parler, justement. Et donc, dans cette salle, on a voulu présenter qu'est-ce que c'est que la monnaie. Quel est le rôle de la monnaie ? La monnaie pour la France, bien sûr, mais la monnaie pour d'autres pays. Et notamment ici, dans cette vitrine, vous voyez tout un tas de monnaies qui étaient des monnaies échangées, véritablement. Mais vous voyez qu'elles n'ont rien à voir avec nos pièces de monnaie. Il peut s'agir de coquillages, il peut s'agir de bijoux, il peut s'agir de pièces d'étoffe, il peut s'agir de plumes, et donc qui valaient pour monnaie et monnaie d'échange. Et ça nous renvoie en fait à ce qu'est la réalité de la monnaie. La monnaie, lorsqu'elle est créée, au 7e siècle, en tout cas pendant l'Antiquité, n'a qu'un but, c'est favoriser la rencontre, le commerce et l'échange.
Et nous voulons vraiment affirmer ce fondamental que ce que nous faisons, c'est la monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit, mais c'est la monnaie tangible. C'est la monnaie du commerce. C'est pas la monnaie de la spéculation. C'est pas la monnaie qui a conduit à la crise des subprimes. On est ici au retour aux sources et aux fondamentaux du rôle de la monnaie et dans sa globalité. Celle qui structure la société. Exactement. Et celle qui permet la rencontre, le commerce et l'échange. Voilà. Donc en parcourant cette salle, on se rend compte de tout ça. Au cours de l'histoire, on va dire, de l'humanité, on parle évidemment, je vous ai dit, des traditions monétaires, on parle également des unions monétaires. L'euro est une très belle invention, mais sachez que depuis l'Antiquité, les pays et les empires cherchent à faire des unions monétaires. Et donc c'est ce qu'on raconte également ici, c'est que de longue date, les pays, les empereurs, les rois, les républiques, etc., ont souhaité faire des unions monétaires transnationales pour toujours favoriser l'échange, le commerce. Ici, on arrive dans une salle qui est une salle d'exposition temporaire. Évidemment, comme on vient d'ouvrir le musée du 11 Conti et plus généralement le site du 11 Conti, je vous en dirai deux mots, eh bien, on a voulu rendre hommage à son architecte qui a conçu ce projet dans le cadre de ce palais magnifique du XVIIIe siècle et de cette manufacture du XVIIIe siècle. Et donc, on explique toutes les phases du projet, les nouveaux bâtiments contemporains, les bâtiments très laids du fin 19e, début 20e et surtout des années 50 en béton dégoûtant qu'on a réussi à démolir pour restituer toutes ces proportions d'origine du bâtiment. Et donc voilà, c'est une salle d'exposition qui permet de se resituer dans le projet. Ce projet a pris combien de temps? C'est un projet qui, en tout, il y a eu 5 ans, presque 6 de travaux. Mais évidemment, le concours d'architecte, lui, a été lancé en 2009. Donc quand on met tout bout à bout, on arrive à 8 ans aujourd'hui, puisque de 2009 à 2017, 8 ans entre le lancement du projet et son aboutissement aujourd'hui. Vous êtes resté dans les clous sur ce projet ou il y a eu un petit dépassement de temps? Il y a eu des dépassements pour des bonnes raisons, et pour d'heureuses raisons et pour de tristes raisons. Les tristes raisons, c'est quand on a découvert concrètement des poutres vermoulues ou un morceau de peinture au plomb ou ce genre de choses qui imposaient bien entendu de prendre des précautions et qui ralentissaient le chantier. Et puis on a eu des belles découvertes. On a eu notamment la découverte des peintures murales qu'on croyait disparues de l'ancienne chapelle de la Monnaie de Paris. Et donc aujourd'hui elles sont en cours de restauration, mais on a découvert un ensemble de peintures murales exceptionnelles simplement en enlevant les placards des archives de la DRH, qui n'avaient pas bougé depuis le 19e siècle. Et donc c'est assez amusant, on a eu des belles découvertes comme celle-ci, mais qui nous ont aussi également ralenti, puisque évidemment quand on fait la découverte d'un trésor comme celui-là, eh bien ça prend plus de temps. Voilà. Y avait-il un trésor en espèces sonnantes et trébuchantes? Eh bien oui, vous savez que c'est une tradition. On parle souvent des clous de fondation depuis l'Antiquité, ou des tombstones ou autres, quand on fait une nouvelle tour à la Défense. Lorsque la Monnaie de Paris, ici le bâtiment, est érigé au XVIIIe siècle, eh bien le surintendant des finances de Louis XV, il dépose un trésor avec des pièces de cette année-là, des pièces en or, et puis des médailles et des choses précieuses. On n'a jamais su où était planquée cette cassette. C'est une cassette. On ne sait pas si elle est sous le dallage, on ne sait pas si elle est dans un mur, mais en tout cas, on sait qu'elle existe, mais en revanche, on ne l'a pas trouvée pendant les travaux. Les travaux n'ont pas permis de la mettre. Le mystère reste entier. Non. Ici, on passe dans une salle dans laquelle on explique l'esprit de la collection. Et comment est-ce qu'on devient collectionneur et quels sont les grands collectionneurs de monnaie, mais d'autres choses, au cours de l'histoire. Et donc, on a de très beaux objets faits par Boulle ou des médaillés sublimes et qui expliquent comment on a eu le goût de cette collection de monnaie, comment est-ce qu'elle s'est constituée, comment des grandes familles ou des grands personnages se sont retrouvés à faire des collections absolument exceptionnelles. Là, on voit à l'image une collection qui a été designée entièrement par Christian Lacroix, avec qui on travaille, qui est une nouvelle collection des rois et chefs d'État qui ont fait la France, donc de Clovis à François Mitterrand. Et c'est une collection qui, comme vous le voyez, les pièces sont irrégulières parce que Christian Lacroix a voulu enlever un objet qui est une invention technique du 19e siècle, du 18e siècle, qu'on appelle une virole. Une virole, c'est un disque qu'on met autour de la pièce pour éviter qu'elle soit pas symétrique ou que son bord soit pas parfaitement régulier. Et donc Christian Lacroix a décidé d'enlever cette virole et résultat, on en revient à notre frappe au marteau, celle que vous avez fait au début de notre visite. Avec la frappe au marteau, les pièces étaient irrégulières. Eh bien, à nouveau,
simplement en levant un objet, on arrive à créer une collection qui, ici vous le voyez, est assez sublime, qui brille d'ailleurs très fort. Par Christian Lacroix. C'est une collection qui est estimée à combien? Alors, tout dépend si vous avez décidé de faire la collection des pièces d'argent ou des pièces d'or. Donc, en fait, elles sont en vente à notre boutique, ces pièces. Pour les pièces en argent, elles sont en vente entre, ça dépend du cours de l'argent, mais entre 65 et 70 euros la pièce. Mais elles ont une valeur faciale. Bien sûr, elles ont également une valeur faciale, donc elles ont la valeur qui est marquée dessus. Ça, ce sont des monnaies de collection traditionnelles, donc il y a déjà pour à peu près 30-35 euros d'argent à l'intérieur de la monnaie dont je viens de vous parler, et elle a marqué en valeur faciale 10 euros. Mais on la vend plus cher, bien sûr, puisque là, on vend vraiment un très bel objet d'art. Donc, sa valeur est déconnectée de sa valeur faciale. En revanche, nous vendons également des pièces dites à valeur faciale, pièces de 10 euros, 250 euros, 1000 euros en or, que vous achetez 1000 euros et qui vaudra toujours 1000 euros. C'est marqué dessus. Voilà. Vous combinez en fait le régalien et l'artistique. Exactement. On combine à la fois, vous avez tout à fait raison, le régalien et puis l'artistique et les beaux objets, les objets d'art. Alors justement, transition toute faite, on arrive ici dans la salle des trésors. La monnaie de Paris a toujours été fermée au public. C'était le trésor des rois, c'était la banque des rois et après de la République, avant la création de la Banque de France. Et donc ici étaient conservés évidemment les trésors du pays, mais il y a eu toujours une tradition, on va dire, de garder les choses secrètes. Et notamment dans les réserves du musée de la monnaie de Paris, il y avait ces trésors qu'on expose aujourd'hui et qui n'ont jamais été montrés au public pour de bonnes et de moins bonnes raisons, évidemment pour des raisons de sécurité. Maintenant, vous avez vu le site est tout neuf, tout refait, donc on a des conditions de sécurité absolument optimum et on peut présenter ces trésors, donc ils n'ont jamais été vus par le public. Ils ont tous les quatre, des histoires assez improbables, qui va du trésor ici de Slaughterlodge, qui est un trésor découvert au fond des océans, à notre Joconde. Ça, c'est la Mona Lisa de la monnaie de Paris. Enfin, moi, je m'amuse à l'appeler comme ça. C'est le trésor de Hué. C'est un trésor incroyable de lingots d'or, comme vous le voyez, de médailles, dont les couleurs de l'or sont différentes. Si vous regardez bien, vous allez avoir de l'or rouge, de l'or jaune, de l'or orangé, de l'or vert, de l'or blanc. C'est un trésor qui nous vient d'Asie, qui a été ramené en France à la fin du 19e siècle et qui était destiné à être fondu et dont les graveurs et les monnayeurs de la monnaie de Paris de l'époque ont fait œuvre de sauvegarde en conservant les plus belles pièces parce qu'ils trouvaient que c'était des pièces de toute beauté sublimes avec des pictogrammes que vous pouvez découvrir à l'image. Ça a été ramené quand? À la fin du 19e, à la fin du règne de Napoléon III. Fin du Second Empire. Et donc là, nous sommes dans un coffre-fort. Coffre-fort. Vous voyez, les portes sont signifiantes. Deux autres trésors, le trésor de la rue Mouffetard qui a été découvert un peu par hasard par des ouvriers quand ils perçaient un mur, et puis un autre, le trésor des Houtieux, qui est un trésor archéologique. On revient dans la nef où on présente les différentes typologies de produits qui sont produits par la monnaie de Paris. On a également des témoignages systématiquement, vous voyez que ça fait un environnement sonore assez dense, des témoignages des artisans et des hommes et des femmes qui font vivre cette entreprise tous les jours. Je vous emmène ici découvrir un autre trésor, moins clinquant que ceux que nous venons d'apercevoir, mais qui est extrêmement fort de sens et d'histoire. Vous voyez ici des poinçons qui sont des poinçons monétaires. Les graveurs ont gravé directement dans le métal dur, c'est de l'acier, ces profils de rois, de reines ou de grands événements. Ces poinçons monétaires, nous les conservons depuis le XIVe siècle. On a une collection d'entreprises de 7 siècles d'histoire. C'est extraordinaire parce que ça veut dire que cette entreprise est capable de ressortir une médaille de Louis XIV quand il avait 11 ans, ou de Catherine de Médicis, ou de Louis XVI, ou de Napoléon. On a tous les outillages qui ont permis de frapper dans le métal l'histoire du pays et les grandes avancées aussi, plus récemment, sociales, économiques, politiques, scientifiques, et qui sont gravées dans les pièces de monnaie.
En fait, on ne jette jamais à la Monnaie de Paris ce qui a servi à presser les monnaies et les médailles? Non, on en garde toujours un témoignage, de façon à ce qu'on puisse reproduire, si un jour on devait reproduire. C'est cette tradition du... Tout ça prend énormément de temps, on s'en rend bien compte. Graver, bon, maintenant nos graveurs taillent différemment, ont d'autres outils. Enfin, ils ne taillent pas différemment, ils taillent encore en taille directe. Mais évidemment, pas directement comme ça dans de l'acier pour faire un poinçon monétaire. Mais tout ça prend énormément de temps. Donc tout ça a énormément de valeur de temps homme ou temps femme. Et donc forcément on le conserve. Et puis il y a vous parliez de régalien tout à l'heure, il y a cette mission qui est la pérennité de l'histoire d'un pays. On est un petit peu comme la BNF ou comme le musée du Louvre, on doit garder la mémoire des choses qui ont été réalisées ici. Voilà. Y a-t-il une école des graveurs ou est-ce que les graveurs doivent se former ici? Ils doivent se former ici. Ils viennent soit de l'école Boulle, soit de l'école d'Estienne, soit des Beaux-Arts. Et après, il faut les former ici à la Monnaie de Paris. Comme les monnayeurs. Les monnayeurs ou nos estampeurs ou la plupart de nos ouvriers, souvent leur métier n'existe que chez nous. Et donc, il faut qu'ils aient une formation souvent... quelquefois, ça peut être des métiers du métal ou des métiers de l'emboutissage. Et puis, évidemment, ils ont après ici du tuilage, des formations danse, et puis une longue tradition toujours de maître à apprenti, en tout cas de passage des savoir-faire. Voilà. On va... Alors évidemment, il y a les bijoux, il y a les décorations officielles, il y a également les médailles, il y a les trophées dont on parlait lorsqu'on a vu la fonderie. Mais je crois que le temps nous est compté. Donc nous allons descendre justement dans l'ancienne fonderie. Vous voyez qu'on a commencé cette visite avec la nouvelle fonderie. Et là, nous allons nous rendre dans l'ancienne fonderie royale qui est devenue la boutique de la Monnaie de Paris. Évidemment, au XVIIIe siècle, la fonderie du roi, elle a besoin d'avoir une énorme cheminée pour fondre les métaux et pouvoir fondre ces métaux. Aujourd'hui, nos techniques nous permettent d'avoir une fonderie d'une qualité exceptionnelle dans les espaces que vous avez découverts au début de la visite. Et donc, on a pu aménager ici, dans cet espace dont la volumétrie est sublime, 17 mètres de hauteur, la boutique de la Monnaie de Paris, dans laquelle on présente évidemment toutes nos créations, toutes celles que vous avez vues se faire au cours des siècles précédents, et comme avec la collection de Christian Lacroix qu'on a vue sur les rois et chefs d'État, on continue de graver la contemporanéité évidemment dans nos produits. Et donc la boutique de la Monnaie de Paris, qui s'étend sur 5 salles, propose en effet toute la diversité des produits qui sont ici réalisés. Voilà, tout ça dans un cadre qui est en effet assez majestueux, puisque les fumées se dégageaient par la partie haute. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme le Panthéon romain, on a un éclairage zénital. Et puis tout ça également sous le bon regard de l'architecte du bâtiment, Jacques-Denis Antoine, dont vous avez le buste ici sur la porte. Voilà, on présente aujourd'hui une collection qu'on vient de lancer avec Jean-Paul Gaultier sur les régions de France, la France vue par Jean-Paul Gaultier. Et donc on a une présentation de pièces qui nous vient de la collection du créateur, comme par exemple ce costume assez incroyable d'une bigoudaine revisitée par le créateur. Oui, on reconnaît bien le style. Voilà, exactement. Alors juste pour conclure, le musée, on peut y venir dès maintenant, expliquez-nous. Le musée, on va traverser les cours rapidement. Le musée, on peut y venir dès maintenant, il est ouvert à partir de demain. Non, ça ne marchera pas. Si, excusez-moi. Le musée, on peut y accéder à partir de demain, mardi. Nous venons d'ouvrir au public par un premier week-end gratuit. On peut y accéder de 11h du matin jusqu'à 19h le soir, donc du mardi au dimanche. À côté du musée, bien sûr, de la boutique, vous avez toute une offre ici qui existe sur le 11 quai de Conti, avec un nouveau restaurant qui s'appelle Le Frappé par Bloom, qui est une marque qui privilégie tous les produits organiques et les circuits courts, qui a fait ici un café qu'on va découvrir juste sur notre droite, ici dans cette partie basse du bâtiment, et qui va avoir une grande terrasse ici dans cette cour qui s'appelle la cour de la Méridienne, à travers laquelle passe le Méridien de Paris, et qu'on a des œuvres qui commencent à prendre place dans le cadre d'une exposition qu'on va ouvrir à la fin du mois d'octobre. Et puis également dans la partie palais,
à la fois le restaurant gastronomique de Guy-Savoie, qui a été classé quand même comme le meilleur restaurant du monde par le classement The List en décembre dernier. Et puis sur la partie des salons qui donnent sur la Seine, ici, qu'on voit se deviner derrière la façade, les expositions d'art moderne et contemporain que nous présentons. Et vous voyez que ce sera la conclusion avec une œuvre de Niki de Saint-Phal qui vient de prendre place dans la cour d'honneur, ici la grande cour d'honneur, la Monnaie de Paris, et qui va être une œuvre majeure présentée dans le cadre de l'exposition Woman House qui ouvrira le 20 octobre au public. Vous attendez avec le musée le 11 Quai Conti, vous attendez combien de personnes par an? Alors c'est difficile à prévoir parce que, pardon du terme, on va avoir sans doute un peu un effet Quai Branly. Quand le Quai Branly a ouvert, il y a eu un pic et puis après le musée trouve son rythme de croisière. Donc il y a une dissociation à faire entre l'année 1 et l'année N+1. Donc on attend plusieurs centaines de milliers de visiteurs, je vous le confirme. En revanche, en année de croisière, on verra pour l'année de lancement jusqu'où on ira, entre le musée d'une part et puis nos expositions qui continuent d'avoir lieu, les expositions d'art moderne et contemporain. L'exposition qui suivra à Woman House est consacrée à Subhop Gupta, qui est un grand artiste indien, qui aura pour la première fois sa rétrospective en France. Et ce ne sera pas dans un grand musée, dans un grand musée d'art moderne, ce sera ici à la Monnaie de Paris. Qu'est-ce que vous voulez que le 11 Quai Conti occupe comme place dans les musées parisiens? Alors, on veut, plus que les musées, on veut occuper une place au niveau touristique à Paris, mais également au niveau des loisirs à Paris. Parce que ce que les visiteurs vont trouver ici, c'est donc pas seulement un musée, une offre culturelle, c'est aussi une offre gastronomique, c'est aussi des commerces. En plus de notre boutique, on a d'autres commerces qui vont rejoindre ici le site du 11 Quai Conti, du 11 Conti. Et donc c'est vraiment une offre globale. On veut être à la fois un lieu de promenade, un lieu de découverte, où vraiment ces trois données, la gastronomie, le bien manger, prendre soin de soi, avec le commerce, avec la découverte culturelle, la découverte du cerveau, enfin les nourritures spirituelles et intellectuelles en tout cas, pourront se retrouver également ici. Donc on veut être à la croisée des chemins, pas seulement musée, mais vraiment lieu de vie et lieu touristique. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors voilà, ça ouvre demain, donc rendez-vous demain au 11 Conti. Au revoir. À très bientôt.